Stamattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato. Grandet, articulation du droit positif et du droit naturel avec un texte de Thomas d'Aquin. Ce texte se divise en deux temps. Dans un premier temps, Thomas d'Aquin explique l'articulation entre droit naturel et droit positif. Et il montre ce qui se passe dans l'abus du droit positif. Juste attention, le vocabulaire droit naturel, droit positif n'est pas exactement le même chez Thomas d'Aquin. Quand il parle de ce que nous appelons droit positif, lui il parle du droit humain, c'est-à-dire purement créé arbitrairement par les hommes. Une fois qu'il y a cette petite précision de vocabulaire, tout ira bien. Deuxième partie, eh bien, Thomas d'Aquin applique la solution qu'il vient de donner à un cas très particulier. C'est un cas qui est très récent, parce que le cas se pose encore assez souvent devant les tribunaux, de savoir, a-t-on le droit de voler en cas de nécessité? Première étape de l'étude de ce texte. Thomas d'Aquin étudie le rapport entre le droit positif et le droit naturel ou divin. En effet, Thomas d'Aquin considère que la nature n'est rien d'autre que l'œuvre de Dieu, donc les règles de la nature, au fond, ce sont les règles de Dieu. Attention au vocabulaire, ce que dans le cours nous avons appelé habituellement droit positif, Thomas d'Aquin l'appelle droit humain. Donc, encore une fois, Thomas d'Aquin étudie la relation entre les deux. Et il commence son texte par affirmer sa thèse. Le droit humain ne saurait déroger au droit naturel, c'est-à-dire ne saurait aller contre. Autrement dit, c'est ce que nous avons développé, le droit naturel est la norme, l'étalon qui permet de juger de la valeur du droit humain. Et un droit positif ou humain qui irait contre le droit naturel, pour Thomas d'Aquin, en fait, serait une usurpation, une transgression du droit, un abus de pouvoir. Tout droit doit être conforme au droit naturel. Et il l'applique à un cas général pour ensuite en montrer les conséquences particulières. Le cas général qu'il étudie, c'est la question de la répartition des biens entre les individus. Quel est le principe de droit naturel? Selon l'ordre naturel, établi par la divine providence, les êtres inférieurs sont destinés à subvenir aux nécessités de l'homme. Attention, petite mise au point de vocabulaire, les êtres inférieurs dont il est question ici, ce sont tous les êtres sauf les êtres humains. Donc, globalement, la nature est destinée à subvenir aux nécessités de l'être humain. Et si c'est aux nécessités de l'être humain, Thomas d'Aquin ne le dit pas explicitement, mais c'est bien clair, aux nécessités de tous les êtres humains, sans distinction. C'est pourquoi, deuxième temps, leur division et appropriation, œuvre de droit humain, n'empêchent pas de s'en servir pour subvenir, pour répondre, si vous voulez, aux nécessités de l'homme. On pourrait même dire, autrement dit, que le système de propriété privée est l'invention humaine pour responsabiliser chacun des individus et faire en sorte que les êtres inférieurs, la nature, soient en mesure de satisfaire les besoins des êtres humains, soient en mesure de subvenir à leurs besoins. Donc c'est la création, c'est une organisation créée par les êtres humains pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. On reprend. Droit naturel, les biens de la terre sont destinés à répondre aux besoins des êtres humains. Droit positif, pour cela, certains êtres humains décident d'organiser la propriété privée, chacun étant ainsi responsable de subvenir à ses propres besoins. Tout de suite, Thomas d'Aquin évoque une difficulté. Voilà pourquoi les biens que certains possèdent en abondance sont dus de droit naturel à l'alimentation des pauvres. Thomas d'Aquin n'est pas un communiste marxiste avant l'heure critique de la propriété privée. Simplement, il tire la conséquence de son raisonnement. Si le droit humain doit toujours être subordonné au droit naturel, et que le droit naturel vise à subvenir aux besoins de tous, lorsque, dans certains cas, la propriété de certains est tellement grande qu'elle conduit à empêcher certains de pouvoir subvenir à leurs besoins, alors cette propriété privée est peut-être légale, mais elle n'est pas du tout légitime, parce qu'elle va contre le droit naturel. Autrement dit, Thomas d'Aquin ne critique pas le système de propriété privée, il ne propose pas un modèle égalitaire. Thomas d'Aquin est parfaitement d'accord pour dire qu'il peut y avoir dans des sociétés politiques des inégalités, et qu'il peut y avoir des gens qui possèdent plus de choses que d'autres. Ça ne pose pas problème.
En revanche, quand ces inégalités sont tellement grandes qu'elles conduisent à ce qu'il y ait une partie de la population qui n'est pas en mesure de répondre à ses besoins, alors la propriété privée est dévoyée, la propriété privée est détournée pour l'enrichissement de quelques-uns au point que certains ne pourront pas répondre à leurs besoins. Dans ces cas-là, elle devient totalement illégitime. Et il cite cette citation de saint Ambroise, bien connue: « C'est le pain des affamés que tu détiens. C'est le vêtement de ceux qui sont nus que tu renfermes. Ton argent, c'est le rachat et la délivrance des miséreux, et tu l'enfuis dans la terre. » Vous pouvez retenir cette expression, c'est le pain des affamés que tu détiens, c'est le vêtement de ceux qui sont nus que tu renfermes. Encore une fois, ce n'est pas l'inégalité qui pose problème, c'est lorsque cette inégalité est telle qu'elle empêche certains de vivre dignement. Donc, les hommes ont la liberté d'organiser la vie comme ils l'entendent. Le droit positif, c'est une libre création de l'esprit humain. Mais cette libre création de l'esprit humain doit respecter le droit naturel. Et quel est le commandement le plus important du droit naturel? Que tous aient les moyens d'avoir une vie humaine digne, sans exception. Tout le reste, peu importe. Mais manger convenablement, s'habiller convenablement, recevoir une éducation, avoir un toit, un travail, ça, ce sont des éléments fondamentaux de la justice et de la dignité des êtres humains. Toutes les règles qui conduiraient à empêcher ces éléments constitutifs de la dignité humaine seraient peut-être légales, mais nécessairement illégitimes. Thomas d'Aquin va pousser son principe d'articulation entre droit humain et droit naturel encore plus loin. Il prend un cas très précis. Si cependant la nécessité est tellement urgente et évidente que manifestement il faille recourir à ce besoin pressant avec les biens que l'on rencontre. Par exemple, lorsqu'un péril menace une personne et qu'on ne peut pas la sauver autrement. Alors, quelqu'un peut licitement subvenir à sa propre nécessité avec le bien d'autrui, repris ouvertement ou en secret. Il n'y a ni vol ni rapine à proprement parler. Le titre de la question qui est posée à Thomas d'Aquin, c'est « Y a-t-il vol en cas de nécessité ?» C'est-à-dire, vous avez vu, une nécessité urgente et évidente. La nécessité, c'est ce qui ne peut pas être autrement. Ici donc, la nécessité, c'est-à-dire ce sans quoi la vie n'est pas possible. Eh bien, lorsque la propriété privée est un obstacle à la vie d'un individu, alors celui-ci est en droit de prendre le bien pour répondre à sa nécessité. Et ce n'est pas un vol, parce que ce qui l'empêche de vivre, c'est la propriété privée d'un autre. Le vol, c'est le propriétaire qui a trop et qui refuse de le partager aux plus pauvres. Il est dans ce sens-là, le vol. On le voit avec la citation de saint Ambroise. Donc celui qui répond à une nécessité absolue, quand il prend un bien, ça n'est pas du vol. C'est un acte de justice, de droit naturel. Et le droit humain, dans ce cas-là, n'est pas à prendre en compte parce qu'il est contraire à cette dimension du droit naturel. Prenons deux exemples. Imaginez, il y a un accident dans la rue, quelqu'un saigne très fort. Vous allez dans une pharmacie, vous ne posez pas la question, vous prenez ce dont vous avez besoin immédiatement pour soigner la personne, puis après vous verrez comment vous allez régler. Mais vous voyez bien qu'il y a là une nécessité urgente, et la première urgence, c'est pas de savoir si le pharmacien sera bien payé. Alors c'est mieux s'il peut être payé, et c'est justice si le pharmacien récolte le fruit de son travail, etc. Mais vous voyez bien que dans l'urgence, et le pharmacien va le comprendre très bien, vous allez prendre ce qui est nécessaire pour soigner la personne qui va mourir. Deuxième exemple qui correspond plus à cela. C'est un cas en fait assez célèbre qui existe dans plusieurs pays. Je prends un cas qui a été jugé en France il y a une vingtaine d'années maintenant. C'était une mère de famille qui vivait d'allocation, qui était très pauvre et qui avait des enfants. Elle avait organisé sa vie, à défaut de pouvoir travailler, tout à fait légalement, en particulier en se reposant sur des associations qui lui permettaient de se nourrir, etc. Mais voilà que le système de solidarité, un jour, est venu à manquer pour une raison indépendante de la volonté de cette femme. Et elle a pris, dans un supermarché, un paquet de steak haché pour nourrir ses enfants. La non-présentation d'un enfant, c'est un délit. Et c'est choc à pic, c'est ça? C'est le plan pénal, c'est ce que je lui dis, moi. Ça m'a l'air bien, ça, hein? Le supermarché a porté plainte contre cette femme-là. Et le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas vol. Pourquoi? Parce que cette femme-là, qui ne vivait pas habituellement du vol, qui n'avait pas organisé sa vie autour du vol, mais s'est trouvée à un moment donné dans une nécessité tellement urgente et évidente pour nourrir ses enfants qu'elle était en droit de subvenir à ses besoins. Autrement dit, la nécessité vitale, ici, le droit naturel, est supérieure au droit humain, pourtant parfaitement légal, de la propriété privée. D'ailleurs, la femme, elle n'a pas pris du caviar et du champagne. Elle a pris un produit de première nécessité.
des steaks hachés. Et en ce sens, le tribunal a considéré que dans ce cas, il n'y avait pas vol. Donc retenez bien cette articulation qui fait du droit naturel. Et le droit naturel, ce sont les règles qui permettent une vie humaine dans la dignité. Et dans la dignité humaine, il y a la vie biologique, donc avoir un toit, être bien nourri et bien pouvoir boire. Il y a la vie sociale, donc les vêtements, etc. Il y a la vie d'éducation, la vie de la culture. Tous ces éléments-là, qui sont de droit naturel, priment sur tout le droit humain qui doit être au service de ces objectifs. Et quand le droit humain vient contredire cet objectif-là, soit parce que c'est un droit qui est totalement inique, c'est-à-dire qui est au service de quelques-uns contre le bien de tous, soit parce que, exceptionnellement, il y a des circonstances pas prévues par le législateur qui conduisent à cela, alors le droit naturel prime et rend possible le fait d'aller contre le droit humain de manière tout à fait licite. Au terme de ce petit parcours de philosophie politique, on peut essayer de porter une conclusion rapide. La première, c'est qu'on a vu que la loi était quelque chose d'extrêmement complexe, une réalité extrêmement complexe. D'abord, il fallait distinguer les lois de la nature scientifiquement étudiables, les lois de la nature des corps, par exemple, et puis les lois politiques. Dans les lois politiques, enfin, on a vu qu'il fallait distinguer d'un côté le droit naturel et le droit positif. Et que pour ne pas tomber dans la juste dénonciation proposée par Hume, il fallait redéfinir la nature et mieux comprendre ce que l'on dit par droit naturel. Parler de droit naturel, c'est de dire qu'il y a des règles qui permettent le plein développement de l'être humain, et l'absence de ces règles empêche la vie humaine. Alors pourquoi respecte-t-on les lois? Certes, on respecte la loi parce qu'il y a une autorité et qu'elle fait peser sur nous une certaine contrainte, qu'il y a une peur de la punition, qu'il y a une peur de la force de l'État qui nous conduit à respecter cela. Mais si factuellement il y a de ça dans notre respect de la loi, nous nous sommes interrogés sur les raisons, les fondements du droit qui faisaient que nous étions ou non obligés de le respecter. La première hypothèse était donc une hypothèse contractuelle. Les hommes ont inventé ce moyen pour faire face à la violence. Que cette violence soit naturelle, comme chez Hobbes, que cette violence n'existe que dans la relation entre les êtres humains. Pour Rousseau, laissons cette différence de côté. Mais l'hypothèse que nous avons voulu mettre en avant est tout autre. L'hypothèse que nous avons voulu mettre en avant consiste à dire que l'homme est naturellement un animal politique. Pourquoi? Parce que l'homme est un être de relation. L'homme ne peut être pleinement lui-même que dans les relations des uns avec les autres. Ce n'est pas annexe. La violence ne vient pas de la relation. Ce n'est pas un accident de l'histoire, ce n'est pas une décision arbitraire. Le propre de l'homme, c'est de n'être lui-même que dans les justes relations qu'il a les uns avec les autres. Et c'est en établissant ces justes relations dont il a la responsabilité que l'homme pourra être heureux. Alors respecter la loi, si elle est bien conçue, avec toutes les conditions qu'on a données, ce n'est rien d'autre que rechercher le bonheur. Et ça vaut le coup. Bon bah moi ça y est, j'ai fini ma partie, le cours est terminé, vous avez tous les éléments, j'ai plus rien à faire, c'est à vous de travailler, reprendre le cours, repérer les différents concepts, les types d'argumentation, les manières dont les définitions ont été posées, puis comment elles ont évolué, voir les différents thèmes au programme, comment on les a traités, voir les différentes oppositions, vous savez ce qu'on appelle les repères, etc., faire des fiches, et puis prendre 2-3 sujets sur la politique pour que vous puissiez vous entraîner et voir comment vous pouvez utiliser tout ça de manière intelligente, raisonnée, et pour ainsi faire de bonnes dissertations. Allez, bon courage, on se retrouve dans 6 mois. Se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra d'un bel fiore.